Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Léona vit. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Nous poursuivons aujourd'hui notre rétrospective sur la guerrière solaire Léona avec le 5e volet de ses aventures intitulé Léona vit. Pourquoi vit? Peut-être parce que 5 s'écrivait en chiffres romains, en tout cas je vois pas d'autres explications. Ce film représente une date importante dans l'histoire de Léona, puisque c'est le premier où elle est incarnée par Narumi Okawa. Et contrairement aux autres interprètes du personnage qui n'auront joué le rôle qu'une seule fois, Narumi reprendra plusieurs fois le rôle de Léona, au point que sur les 16 films consacrés à ce jour au personnage, Narumi joue son rôle dans 7 d'entre eux. Voyons donc ce que donnaient ses débuts dans le rôle de la guerrière solaire. Ikuzo! Évidemment, comme c'est un film de la collection Héroïne Pinch Omnibus, il est divisé en 4 parties. Ici, le titre fait référence au fait que les Japonais recommandent de lever la main lorsque l'on traverse un passage piéton. Le film commence alors qu'un jeune enfant attend un passage piéton, quand il est hypnotisé par une mascotte sur le trottoir d'en face, qui le pousse à traverser la route alors que le feu est rouge pour lui, et qu'un conducteur arrive, le voit trop tard, et c'est le drame. Ouf, sauvé par une paire de fesses. Et comme vous pouvez le voir, Léona a une nouvelle fois changé de costume, mais celui-ci se distingue des versions précédentes par l'absence de jupe et de cape, et par un col Mao qui donne l'impression que Léona fait partie de l'univers d'ici, version New 52. Ah oui, aussi par des coutures qui lâchent sous les bras, mais je pense pas que ce soit volontaire, à moins vraiment qu'ils aient anticipé la nouvelle version du costume de Catwoman. Et d'après le résumé au dos de la jaquette, elle a retrouvé son identité civile de Yui Kuwana. Mais on est bien obligé de les croire sur parole, étant donné qu'elle n'apparaît jamais en civil dans le film, où le nom de Yui Kuwana n'est de toute façon jamais prononcé. Ah, et au passage, vous noterez une petite incohérence, alors que l'enfant est censé avoir essayé de traverser au rouge, on voit très bien ici que le feu pour piéton était vert. Ou plutôt bleu, puisqu'au Japon on dit que le feu est bleu. Alors que Léona essaye de savoir ce qui s'est passé, ils sont attaqués par un monstre de Garunte nommé Abune-jan et ses sbires. Léona part les affronter bien au sec dans un entrepôt, parce que je vous rappelle qu'il pleuvait à verse dehors, et se prend une rouste. Mais alors qu'Abune-jan est sur le point de l'achever, Senpei débarque accompagné du père de l'enfant, Yanagi, lequel reconnaît en Abune-jan un certain Mohamed. Alors que son fils et Senpei emmènent Léona en lieu sûr, Yanagi s'apprête à affronter Abune-jan dans un combat qui s'annonce d'ores et déjà épique. Bon ben, c'est l'intention qui compte. Senpei explique ensuite à Léona que Mohamed était une figure populaire du quartier il y a une dizaine d'années. C'est une tenue indienne, ça. Car Mohamed est un prénom typiquement indien, comme chacun sait. Et comme je sais que de nombreux débiles mentaux racistes, pléonasmes, sont persuadés que l'Inde est un pays à majorité musulmane, non, l'islam ne représente qu'un peu plus de 14% de la population. Ceci dit, l'acteur a l'air aussi indien que Peter Sellers dans The Party. Donc un indien qui s'appelle Mohamed, on n'est pas à ça près. Mohamed, donc, était une figure populaire du quartier qui avait l'habitude de surveiller les passages piétons et d'administrer des corrections à ceux qui traversaient sans regarder. Ce qui lui avait valu le surnom de Abune-jan, littéralement « faites attention ». Bon, encore que ce n'est pas tout à fait une traduction littérale. Abune-jan est la forme familière de Abunai Janai, qui signifie « ce n'est pas dangereux ». Sauf qu'évidemment, dans le cas présent, c'est plutôt « c'est pas dangereux peut-être !» Mais comme les Japonais l'emploient souvent comme un équivalent de notre « fais attention », j'ai opté pour cette traduction. Ah oui, je plaisante souvent sur Senpei qui a beaucoup redoublé, mais comme vous le voyez dans cette scène censée se dérouler il y a 10 ans, c'est pas qu'une blague de ma part, c'est vraiment le cas in universe. Malheureusement, un jour, Mohamed vit un jeune garçon prénommé Amirou se faire écraser sur un passage piéton alors que le feu était vert pour lui. La colère et le désir de vengeance de Mohamed le transformèrent en un monstre nommé Abune-jan qui se mit au service de Garunte, et s'il s'en est pris tout à l'heure au fils de Yanagi, c'est tout simplement parce que Yanagi est le responsable de mort d'Amirou, et qu'Abune-jan veut lui faire connaître les mêmes souffrances que lui. Léona part ensuite délivrer Yanagi, mais
Ah ça, c'est un monstre qui sait emballer les filles. On enchaîne donc sur la traditionnelle séance de bondage-torture si chère à Zen Pictures, avec notamment un passage où Abunejan utilise l'équivalent de la kryptonite pour Léona, que l'on n'avait pas revu depuis le premier épisode de la série. C'est vrai qu'on l'avait un peu oublié à force, mais à la base, Léona était pompée sur Supergirl. On apprécie au passage le dévouement de Giichi Ishii dans le rôle de Yanagi, qui est censé être inconscient pendant tout ce temps, et doit donc rester parfaitement immobile durant de longs plans séquences, et... Ah non, faute. Il y en a quand même certains où il peut pas s'empêcher de changer de position. Bon, en même temps, à moins de mettre des boules caisses, il pouvait même pas en profiter pour piquer un petit roupillon. Abunejan explique ensuite à Léona le nouveau code de la route que veut instaurer Garunte, code de la route qui est évidemment inversé par rapport au nôtre, un code de la déroute en quelque sorte. Putain, tu fais chier, Garunte, je devais passer le code demain, moi. Comment je vais faire si tu changes tout du jour au lendemain? Je serai jamais prêt à temps, merde. Léona et Yanagi sont ensuite délivrés par Senpei, qui lui explique qu'Abunejan est en train de semer le chaos en ville et qu'elle seule peut l'arrêter. Je dirais bien chaud don't tell, mais c'est vrai que c'est pas évident quand t'as pas le budget de filmer un monstre qui est en train de semer le chaos en ville. Par contre, c'est pas pour te faire de la peine, Léona, mais je remarque que Senpei a réussi à délivrer Yanagi, lui. Où on va si le faire-valoir comique fait un meilleur boulot que l'héroïne? Et ça se trouve, si on avait envoyé Jar Jar Binks pour arrêter Palpatine à la place de Mace Windu, il y aurait même pas eu d'épisode 4. Léona part affronter Abunejan et se prend une nouvelle raclée. Tu disais quoi tout à l'heure, Senpei? Ok, on est foutu. Ah, apparemment il suffit de l'encourager pour qu'elle devienne badass. D'accord, donc en fait la solution c'est qu'elle soit tout le temps accompagnée par des pom-pom girls. Ah zut, l'effet ne dure que quelques secondes. Yanagi se précipite au combat, on est foutu. Je ne gaspillerai même pas mon jingle wa 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 pour lui. Mais alors qu'Abunejan est sur le point de porter le coup de grâce à Léona inconsciente, le fils de Yanagi s'interpose et Abunejan est incapable de frapper l'enfant qu'il avait tenté de tuer dans la scène d'intro. Mais comme il avait tenté de le tuer de manière indirecte, ça passe quand même. Et Yanagi en profite pour ressortir l'argument imparable du « Que penserait Amiru s'il te voyait ?» Qu'ai-je fait? Léona reprend connaissance, Abunejan tente à nouveau de l'affronter, puis change d'avis. Et Léona n'a plus qu'à l'achever de sa super attaque finale de la mort qui tue. Et le film se conclut sur Yanagi déposant des fleurs à l'endroit où Amiru est mort. Korede Owarida. Alors, que peut-on dire de cette première prestation de Narumi Okawa dans le rôle de Léona? Eh ben, que la pauvre n'est pas gâtée par le scénariste. Alors que Narumi est très athlétique et très doué pour les scènes de combat, on ne peut pas dire que ce film mette ses capacités en valeur. Car si on accepte les sbires au look très yin-yang qu'elle affronte dans le générique, tout le reste du film, à chaque fois qu'elle essaie d'affronter Abunejan, elle se prend une raclée. Et elle ne le bat à la fin que parce qu'il a perdu sa motivation. Ce qui fait qu'on pourrait presque considérer qu'elle a abattu un méchant qui était sur le point de redevenir gentil. Pas très glorieux sur son CV, ça.
Puisqu'on parle du méchant, Abunedjan pose les bases de ce qui sera l'adversaire typique de Léona dans ses aventures à venir. Bon, à part quelques-unes qui s'éloignent tellement du modèle de Léona qu'on se demande pourquoi ça s'appelle quand même Léona. À savoir un brave type rendu amer par une frustration ou une injustice, qui est corrompu par Garunte qui en fait un monstre à son service. Comme Evdel avant lui, Abunedjan bénéficie d'un très bon look, un peu baroque et inspiré des mascottes de signalisation routière qu'on trouve au Japon. Car même si, comme la quasi-totalité de la production de Zen Pictures, ce film s'adresse en priorité aux fétichistes des super-héroïnes, il n'en oublie pas pour autant d'inclure un message sur la sécurité routière. N'hésitant pas au passage à franchir un certain tabou, en faisant du traumatisme qui a transformé Mohamed en Abunedjan, la mort d'un jeune enfant. Mort causée non pas par un chauffard, mais par un monsieur tout-le-monde qui éprouve de réels remords pour cette tragédie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et la pouce vérisée, et éventuellement à soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et vous pouvez retrouver mes critiques écrites sur les sites Casse Critique, où j'ai récemment posté celle du Chêne du Rêveur, une bande dessinée méconnue du dessinateur Arnaud, dans laquelle un trio de collégiens part à la recherche de ce qu'ils pensent être un trésor, mais vont découvrir quelque chose de beaucoup plus inattendu. Et sur Tokuna, où je viens de mettre en ligne un dossier sur la première saison de Wonder Woman. Jane! Et n'oubliez pas de regarder des deux côtés avant de traverser!